Oui, bonjour à tous. Alors, nous reprenons après un long intermède dû en partie à mon absence de Paris, la lecture, et nous irons donc jusqu'au bout de Lumière commune de ces 5 tomes. Nous sommes aujourd'hui avec Georges Gastaud dans le tome 4, le chapitre 17, consacré au langage. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté de ça, mais il faut savoir que donc le chapitre sur le langage, oui, merci beaucoup Georges de le montrer à l'écran. Le chapitre sur le langage s'inscrit dans le tome 4 est consacré aux questions d'anthropologie. On a parlé de nature, culture, le travail. On aborde maintenant le langage. Évidemment, en matérialiste, il ne s'agissait pas de faire passer le langage avant. Le langage s'inscrit évidemment sur toute une anthropologie, toute une histoire. Il est porteur aussi d'une histoire. Et la question de la langue est à la fois commune à tous les hommes. Donc je pense que chacun a une opinion, là, au sens, la doxa a une opinion sur le langage. On en a même peut-être des idées reçues. Les linguistes aussi ont leur propre, enfin, ont l'habitude de refuser un certain nombre aussi d'idées reçues sur la langue, mais le philosophe aussi a un point de vue parfois même encore un peu plus différent. Même on te voit des fois, Georges, dans ce chapitre affronter même certains linguistes et leurs préjugés, disons, de laisser la langue telle qu'elle, de ne pas comprendre le rôle de l'intervention de l'État dans la question de la langue. Donc voilà, on pourrait peut-être commencer par là. Quelle est la spécificité, disons, de l'interrogation philosophique comment se pose la question du langage philosophique? Quelles sont les questions, les problématiques qui affleurent dès le départ? Oui, alors bonjour à tous et puis bien content de reprendre un peu cette série interrompue. Oui, bon, en tant que professeur de terminale, j'ai enseigné pendant quelques décennies sur cette question du langage et je me suis souvent confronté à la manière dont le langage était abordé dans les cours de philosophie ordinairement. Quelquefois, on en fait véritablement un socle. On fait du langage le socle même de l'humanité. Et si important que soit le langage dans la définition de l'homme, l'homme est un animal loquax, un animal parleur, il n'est pas le tout de l'humanité. Et c'est ce que doit montrer une approche matérialiste, non pas pour diminuer le rôle du langage, ça n'a pas grande importance, il ne s'agit pas ici de donner des bons points au travail, à la technique, au langage, à la religion, à je ne sais trop quoi, mais dans la stratégie de connaissance. Au fond, en gros, ce dont on discute en philosophie, c'est de la méthode, c'est de la façon d'aborder les choses. La méthode, c'est le chemin, l'itinéraire. Et donc, bon, pour moi, marxiste, matérialiste, donc, le langage n'est pas premier, si important soit-il. Il faut d'abord comprendre comment l'homme se distingue de l'animal, ça nous l'avons vu, par la production de ses moyens d'existence, hein, c'est ce que montre l'idéologie allemande de Marx et Engels, par la capacité effectivement donc d'avoir un rapport médiatisé à la nature, c'est-à-dire par l'intermédiaire des outils, par l'intermédiaire des moyens de production, un rapport médiatisé aussi à l'autre homme, puisque justement les rapports entre l'homme et l'homme ne sont pas directs, mais passent par les outils de travail, passent par l'héritage technique, par l'héritage des techniques aussi, et toute une série de choses comme ça, et tout cela forme une culture qui s'accumule au fur et à mesure que la civilisation se déploie, autrement dit, que se met en place ce qu'on appelle un patrimoine ou un héritage culturel. Alors, le langage là-dedans, évidemment, est essentiel, mais c'est une dimension, c'est un aspect, en quelque sorte, de la vie humaine. Ce n'est pas une sorte d'hypostase, une substance. Je dis cela parce que, surtout dans les années 60-70, avec ce qu'on a appelé le structuralisme, qui était très influencé par la linguistique structurale, autrement dit par la science linguistique telle qu'elle avait notamment été développée par le linguiste suisse Ferdinand de Saussure, eh bien, s'est développé en sciences humaines un courant qui prétendait qu'au fond, tout était langage, que tout passait par le langage. D'un certain côté, c'était un progrès vers le matérialisme, car l'idéalisme à l'ancienne, l'idéalisme de grand-papa, si l'on peut dire, mettait au poste de commandement la pensée, la raison, la conscience, l'esprit, bon, de façon, je dirais, un peu directe et naïve. Mettre au premier plan le langage, c'est déjà quelque peu matérialiser la pensée, puisque le langage est, comme dit Marx, c'est une série de couches d'air agitées, ce sont des sons.
ce sont des signes tracés sur du papier. Donc, tout ça est du domaine de la trace, quelque part. Et dès qu'il y a trace, c'est qu'il y a action et interaction matérielle, physique, existante objectivement, pas seulement pour moi, mais pour autrui, et pas seulement pour autrui, mais existant dans la nature, existant dans les objets, puisque, évidemment, quand nous écrivons sur la neige ou sur le sable, par exemple, hein, ne serait-ce que «Maman, je t'aime», eh bien, nous travaillons la matière, nous inscrivons quelque chose sur elle. Donc, il y avait un effort, en un sens, de matérialisation, et c'est comme cela que les structuralistes se présentaient généralement comme des matérialistes, ou comme faisant un pas en direction du matérialisme. Mais ce n'était qu'un pas en avant, deux pas en arrière, dit quelquefois Lénine, et cette manière donc de tout miser sur le langage et de dire qu'au fond, l'homme naissait sur le socle du langage, laisser de côté, bien entendu, le mode de production, le travail, les techniques, l'homo faber. Nous ne sommes pas que des homo loquax. Il n'y a pas que parler dans la vie. Il y a faire aussi. Il y a produire, il y a fabriquer. Et l'homo loquax, Et en même temps, tu insistes beaucoup sur l'aspect, l'acquis historique à l'intérieur du langage qui contraint le fait justement de cet aspect structurel. La langue te contraint à un certain nombre de choses, te contraint dans ton inconscient, elle te forge, elle te parle, c'est la langue qui parle, et en même temps, elle est porteuse même d'une civilisation, d'une nation. C'est pour ça qu'elle n'est pas substituable à une autre, contrairement au mythe positiviste d'une langue universelle, même si tu dis que c'est pas non plus. Enfin, tu dialectises aussi ce problème-là, c'est-à-dire tu montres bien qu'il y a aussi la recherche même d'une rationalité, d'améliorer la rationalité du langage est bien sûr légitime. Mais oui. toutes les langues humaines sont le produit d'une histoire, enfin en tout cas d'une évolution et d'un Oui, contexte. la langue est le produit d'une histoire et elle est aussi le moyen pour cette histoire de se relancer, puisque au fond, à travers chaque langue, se synthétise, se cristallise le patrimoine culturel. Et à travers cette cristallisation du patrimoine culturel, dans la mesure où justement elle est synthétisée et mise à la disposition de tous les hommes qui parlent cette langue, eh bien ce patrimoine peut se contempler lui-même au second degré, se réfléchir et donc se relancer. Donc c'est, comme tout patrimoine, quelque chose qui permet à la fois la conservation et le rebond, et donc la relance vers le futur, quelque part. Bon, donc d'une certaine manière, il s'agit de montrer que la langue a une matérialité importante, que cette matérialité elle-même, elle est justement dans la langue, elle est enfouie dans la langue, qu'il faut justement interroger la langue pour retrouver cette matérialité. Par exemple, une façon simple aujourd'hui, par exemple, les études de genre montrent combien les langues, le français comme toutes les langues, ont synthétisé, ont durci, ont cristallisé des rapports de domination à l'intérieur d'eux-mêmes. Bon, eh bien, ce n'est pas parce que la langue est sexiste ou parce que la langue est fasciste, comme le disait Roland Barthes. Ce sont des expressions qui sont des raccourcis à la fois synthétiques, mais faux, faux quelque part. Non, ce sont les pratiques sociales qui se condensent ensuite dans la façon de parler, dans la façon de dire, dans le fait d'utiliser, dans tel cas, le vouvoiement, dans tel autre, le tutoiement, d'employer le féminin ou d'employer seulement le singulier lorsqu'il y a le pluriel, ou toutes sortes de choses de ce genre. Et là, évidemment, bien sûr, il faut remonter au-delà des mots, au rapport de force, au rapport de classe, au rapport de genre, au rapport de domination. Il est stupide d'en accuser les langues. Les langues sont, en quelque sorte, le réceptacle, le reflet. Alors, bien sûr, ensuite, une fois qu'elles sont constituées, elles peuvent aussi, si on ne les travaille pas, si on ne les critique pas, bloquer, servir de blocage ou d'obstacle au développement. Mais il ne faut pas trop les en accuser, puisque l'une des capacités fortes du langage humain, ce qui le distingue de la communication animale, ce qui fait qu'il n'est pas de l'ordre de la communication animale, c'est entre autres mille choses que nous pouvons parler de lui, que dans la langue, on peut parler de la langue et donc la critiquer. Alors qu'évidemment, il n'y a rien dans les langages entre guillemets animaux qui leur permettent de parler d'eux-mêmes. Hein, il n'y a pas de mot en langage corbeau qui désigne le langage corbeau, tandis qu'il y a un mot en français qui désigne le français, un mot en allemand qui désigne l'allemand, et ainsi de suite.
par exemple. Justement, à propos de l'allemand, ce serait bien peut-être parce qu'il y a beaucoup de marxistes ou marxisants qui nous écoutent. Alors peut-être un exemple que tu donnes et qui est très parlant, c'est le fait que l'allemand a cristallisé le mot Arbeitgeber pour donneur de travail pour le patron et Arbeitnehmer, celui qui prend le travail pour l'ouvrier, enfin, pour le Mhm. travailleur. Alors qu'on pourrait, en pure logique marxiste, on pourrait dire que celui qui donne sa force de travail, c'est évidemment le travailleur et non pas le Oui, patron oui, qui oui, dispose oui. du moyen de production. Et alors, évidemment, les Allemands, disons progressistes, on est aussi conscients, c'est retravailler cette langue, mais il n'empêche que cela, c'est une donnée justement historique aussi du fait du caractère particulièrement réactionnaire des rapports de force dans C'est ça. l'Allemagne fédérale qui a donné ça. Moi, je ne pense pas qu'en RDA, on n'employait pas ces termes, certainement, d'ailleurs. Je Et, ne sais pas, peut-être, oui. Oui, effectivement, bon, les mots les mots de l'allemand ici, Unternehmen, par exemple, entreprendre, hein, vont dans le même sens. On dira Unternehmer pour un patron. Bon, nous, quand on dit patron, le mot est chargé, ouais, pas ouais, seulement positivement. Il peut être chargé d'un certain positif, parce qu'on peut dire patron, apportez-moi un petit blanc. Bon, là, c'est le registre du bistrot. Mais il y a un film superbe de Taviani, là, Padre Padrone. voilà, c'est ça. Et lorsqu'au contraire, le mot patron renvoie au padrone, ça c'est la signification en italien, ou au latin patro, qui signifiait protecteur, hein, carrément. Bon, mais sinon, dans le langage de la lutte de classe en France, le patron est devenu péjoratif. Il y a les ouvriers et les patrons. Bon, si on dit les entrepreneurs, c'est déjà beaucoup plus noble. Voilà, c'est ça. Derrière la dimension de patron, on va entendre l'exploitation. Derrière la dimension de Unternehmer en allemand, on va plutôt avoir en tête l'aventurier, l'industriel, le capitaine d'industrie. Quelque part, c'est valorisé. On disait cavalier, capitaine d'industrie, et puis chevalier d'industrie, ça voulait dire escroc, en fait. Oui, voilà, bon, Voilà, voilà. évidemment, ici, les choses peuvent. Mais le mot cavalier peut aussi donner cavalerie. La cavalerie, dans le domaine des affaires, n'est pas toujours très propre. Voilà. Alors, Alors, je m'excuse de donner ces exemples, c'est pour que tout le monde se raccroche aux branches, mais évidemment, sinon, on se perdrait dans l'anecdote et l'empirique, parce que l'important aussi, c'est, comme tu le fais, c'est de problématiser. Donc, on va revenir à la problématique. oui, ben non, mais bon, c'est logique de voir qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux idéologiques dès qu'on parle du langage. Oui, Alors, alors, non, justement, j'ai une question, parce qu'on parle toujours le langage des abeilles, etc. Alors, donc, tu fais bien une distinction avec le langage humain, qui est la capacité de le réfléchir sur ce propre langage. Je crois. C'est ça la oui, grosse différence, en fait. entre autres, hein, entre autres, c'est pas la seule, mais c'est une différence importante. Bon, des gens comme Benveniste, grands linguistes, etc., ont bien montré que les abeilles ne parlent pas, hein, ou que bon, même la plupart des animaux ne parlent pas, même s'ils communiquent. Et il ne s'agit pas de nier que le langage humain soit un cas particulier de la communication, donc de la communication animale et même végétale, puisqu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que les végétaux pouvaient, en un sens, communiquer entre eux par les racines, par exemple, hein, s'envoyer des messages chimiques, lorsque, par exemple, un prédateur dévorait les feuilles, etc. Donc, par exemple, à partir de là, certains arbres se mettent à produire des feuilles plus acides, ce qui fait que les prédateurs ne les dévorent plus. Bon, que l'homme soit un animal parmi d'autres, même à la limite un végétal parmi d'autres, et même de façon plus générale, un corps physique parmi d'autres corps, la belle découverte. La belle découverte, bon, tout ça va de soi. Mais il ne faut pas manquer la différence spécifique, c'est-à-dire le fait que, ben oui, nous franchissons un seuil qualitatif avec l'humanité. Ce seuil qualitatif, pas seulement du langage, mais ce seuil qualitatif de la production. À partir du moment où nous avons comme moyen systématique de rapport avec la nature extérieure l'outil. L'outil au sens très large du terme, pas simplement le tournevis, enfin quelque chose qu'on prend à la main. À notre époque, par exemple, les ordinateurs avec lesquels nous communiquons en ce moment. Eh bien, les lunettes que je porte à tel moment, etc. Bon, eh bien, à partir du moment où nous avons cela comme intermédiaire nécessaire entre nous et le monde, nous avons entre nous et le monde un intermédiaire qui est le signe. Si je prends ces lunettes, tiens, qui traînent sur ma table, hein, par hasard, si je prends ces lunettes, évidemment, eh bien, derrière elles, il y a toutes les techniques qui ont permis de les produire. Il y a par exemple le polissage des lentilles, tel que des gens comme Spinoza et Guingamp ont pratiqué au XVIIe siècle. Il y a les énormes firmes qui produisent cela aujourd'hui dans les pays occidentaux, hein, des quasiment Trust, des Afflelou et compagnie, si l'on peut dire. Il y a les systèmes de vente,
hein. Je vais acheter ça dans certains magasins, je vais me faire vérifier la vue. Et puis derrière, il y a les consultations chez l'ophtalmo, derrière, il y a la Sécu qui rembourse une partie des frais d'optique, etc., etc. Bref, ça, ce n'est pas seulement un objet, ni même un outil, c'est un signe. Un outil étant lui-même un signe. Hein, et un outil fait signe vers les autres hommes, ceux qui l'ont produit, vers ceux avec qui je vais utiliser l'outil, puisque la plupart du temps, le travail est coopératif, et que donc, quand on utilise un outil, il y a un amont et un aval. Et puis, il y a aussi le rapport de producteur à consommateur, puisque je vais produire un objet, quelqu'un va le consommer, ou c'est moi qui vais au contraire consommer ce que quelqu'un en amont a produit, quelqu'un que je ne connais pas. Hein. Et donc, voilà, nous signifions à travers notre outillage. Je veux dire donc que le langage est déjà, comme dit Marx, le langage de la vie réelle. La vie réelle porte du langage. Hein. Le langage n'est pas simplement comme un plus, comme quelque chose qui viendrait comme une cerise en quelque sorte, sur le gâteau de la production. Est-ce qu'on peut dire justement qu'il y a un véritable arbitraire du signe, comme pour reprendre la formule de Saussure, ou est-ce que justement il n'y a pas une forme de motivation aussi historique dans le langage? Même si tout, Oui, évidemment, là où ça n'est pas arbitraire, c'est l'onomatopée, là, le signe reproduit directement la nature, mais, oui. mais bon, Alors, il existe bien même les, effectivement oui. cet arbitraire d'une langue à une autre. Enfin, on peut, Oui, oui, chose oui. très, Alors d'abord, même les onomatopées sont plus conventionnelles qu'on croit, puisque nous n'entendons pas le cocoriquet de la même façon selon que nous sommes français, allemand, italien ou autre. très vrai. Mais bon, quand même, oui, il y a dans l'onomatopée l'imitation d'une sonorité naturelle, évidemment. Je ne sais pas du tout comment les choses ont pu débuter au niveau des langages ou des langues premières. Hein. Bon, c'est un objet de recherche. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a d'arbitraire dans le signe, comme le dit Saussure, qu'à l'égard des choses nommées. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas parce que je brandis ça, dans le crayon que je montre là, rien n'indique que je vais dire crayon et non pas, je sais pas, Bleistift, par exemple, hein, comme on dit à l'allemand, ou Karandash, comme on va dire en russe, et ainsi de suite. Bien. Donc, Du nom de ce d'un point de vue-là, dessinateur bien connu. Hein. voilà, exactement. Et puis une marque de crayon dans la jeunesse. Et donc, effectivement, on va dire que de ce point de vue-là, il y a un arbitraire complet. C'est-à-dire que entre le mot et la chose, ben, il n'y a rien. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de lien causal nécessaire. Bon, c'est pourquoi il peut y avoir d'ailleurs une pluralité de langues. S'il y avait un lien nécessaire entre la chose et le nom, eh bien, nous parlerions tous approximativement la même langue, même s'il y aurait peut-être des dérivations, des accents, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est un premier élément. Mais Saussure ne dit pas que cela. Saussure dit que néanmoins, euh, l'arbitraire du mot par rapport à la chose est fortement modéré, limité par le fait que les différents signifiants d'une langue sont eux-mêmes attachés les uns aux autres et qu'ils font sens les uns par rapport aux autres, d'une part par dérivation, puisque par exemple du même radical on peut tirer un verbe, un adjectif, un adverbe, un nom, et ainsi de suite. Du même verbe, on peut tirer toute une série de formes, ça s'appelle la conjugaison, etc. Et de notre côté, évidemment, eh bien, la langue fonctionne par différence, si bien que si je dis, par exemple, maître, tout le monde entend autre chose que si je dis maîtresse. Et si par C'est les conséquent, paires je tiens minimales compte là, de la qui permettent. différence voilà, d'une terminaison qui porte le féminin, par exemple, en l'occurrence, Mm. et ainsi de suite. Donc, l'arbitraire est limité parce qu'il y a des structures. Voilà, c'est de là que vient le mot structuralisme. Il y a des structures qui permettent le fonctionnement du langage et c'est ce qu'on va étudier sous la forme de la morphologie. Ça, c'est pour la façon dont les mots sont fabriqués, de la syntaxe, la façon dont les mots sont combinés entre eux, de la stylistique, et que sais-je encore. Hein. Phonologie. Voilà, de la phonologie, bien entendu. Alors, tout ça, c'est un élément. Mais ça ne suffit pas. Si on en reste à cela, les structuralistes sont bien contents, mais je ne suis pas, moi, en tant que matérialiste et que marxiste, totalement satisfait, parce qu'évidemment, reste à savoir ensuite comment ces structures se forment et surtout comment elles évoluent. Et donc, les langues ont une histoire. Hein, les langues bougent, les langues se transforment, et ainsi de suite. Elles naissent, elles se développent et quelquefois elles meurent, sont remplacées par d'autres, ou donnent naissance à des langues nouvelles qui sont leurs filles, comme par exemple le français, l'italien, etc., par rapport au latin. Le latin a pour autant disparu en tant que langue orale, que langue parlée, disons.
Donc, tout ça renvoie à une histoire qui, elle, n'a rien d'arbitraire, qui, elle, possède ses propres nécessités. Avec mes élèves de terminale, par exemple, je prenais l'exemple de l'anglais. Donc, en anglais, il y a deux matrices principales. Il y a la matrice anglo-saxonne, saxonne, disons, donc en gros apparentée à l'allemand, aux langues germaniques. Et puis, il y a une forte matrice normande, puisque l'Angleterre a été envahie, comme chacun sait, par Guillaume le Conquérant, qui parlait français, et enfin qui parlait un dialecte francien, plutôt le normand. Et c'est ainsi qu'on se retrouve en anglais avec beaucoup de mots qui sont en réalité d'origine française. Et donc, on s'aperçoit aussi que bien souvent, eh bien, les mots d'origine saxonne renvoient à des pratiques populaires, parce que ce sont les Saxons qui étaient plutôt la partie dominée de la population à l'époque, alors que les mots d'origine normande proviennent des envahisseurs, donc de la noblesse, de ceux qui ont réussi à mettre la main sur les terres, et ainsi de suite. Il n'est que de voir, par exemple, la façon dont on nomme les animaux courants, par exemple. Selon qu'on les mange ou selon qu'on Selon qu'on les les élève. mange, voilà, par exemple, on va dire porc s'il s'agit de cochon. S'il s'agit de l'animal sur pattes, on va dire pig, et c'est un nom d'origine saxonne, de même qu'on va dire beef, ce qui est un mot d'origine française, le bœuf, et ox quand il s'agit de l'animal avec les cornes. Bon, on pourrait donner d'autres exemples en quantité de cet ordre. On pourrait s'amuser à faire le tour du monde et on trouverait des tas de choses comme ça, notamment sur les différentes façons. Par exemple, dans une société très marquée par le féodalisme comme le Japon, eh bien, on verrait que les manières de s'adresser, même les manières de décliner, de conjuguer, etc., varient selon la personne à laquelle on s'adresse, parce que la hiérarchie est dans la langue, est fortement marquée dans la langue. Et au contraire, évidemment, on s'aperçoit que, par exemple, dans les périodes d'évolution révolutionnaire d'une société, eh bien, il y a des bouleversements qui s'introduisent, on ne dit plus monsieur, on dit citoyen, même camarade sur les moments, et puis ensuite, lorsque la contre-révolution triomphe, camarade disparaît, on repasse à monsieur, et ainsi de suite. D'ailleurs, ça crée ce fameux débat sur la linguistique en Union soviétique. Est-ce que le russe avait tant changé après la Révolution ou pas? Est-ce que Oui, c'est alors devenu une c'est superstructure ou vrai, pas? c'est tout un débat qui a eu lieu à l'époque, auquel Staline a participé d'ailleurs, dans un livre très intéressant, d'ailleurs, assez facile à lire, qui s'appelle Le marxisme et les problèmes de linguistique. Et il y polémiquait avec un linguiste d'origine géorgienne, comme lui, Nicolas Mar, ou Marie, qui prétendait que la langue était une idéologie, qui croyait que c'était marxiste que de dire que la langue était une Une idéologie. superstructure, une simple Voilà. superstructure. Oui, bon, l'idéologie étant elle-même le cœur de la superstructure, donc ça revenait un peu à ça. Et Staline montrait que non. Montrait que bien sûr, la langue est influencée par les changements politiques, par les idiomes de classe aussi, qu'effectivement, on ne parle pas le russe de la même façon quand on est kolkhozien ou quand on est peut-être chercheur en physique nucléaire. Tout à fait, c'est évident. Mais en même temps, on parle le russe, on ne parle pas autre chose. Et la langue russe a survécu, et même au contraire s'est développée avec la révolution soviétique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut bien ici comprendre, alors là, on fait de l'ontologie. Dans ce que je vais dire, on va faire de l'ontologie matérialiste. On va déborder de loin le cadre du langage. Ce que je vais dire là, on pourrait aussi l'utiliser en physique, en biologie et dans bien d'autres domaines. C'est la dialectique du mouvant et du stable. On pourrait penser que les matérialistes, et surtout les matérialistes dialecticiens, sont toujours du côté de ce qui se meut et jamais du côté de ce qui est stable. Tout se meut, donc là on est dialectique, et puis au contraire tout est stable, rien de nouveau sous le soleil, là on est dans la métaphysique. Non, c'est bien plus compliqué que ça, et il y a une dialectique du mouvant et du non-mouvant, et même une dialectique, pour faire un peu compliqué, Une négation de la négation, il y a la quelque chose. dialectique, c'est de la métaphysique. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Donc, en effet, on peut dire que pour qu'une société évolue, il faut justement que son patrimoine se stabilise, parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir le transmettre tout entier, d'une manière large, telle qu'on puisse le partager à des endroits différents du territoire, et tel qu'on puisse aussi se le partager entre générations successives. Parce que si je parle une langue qui évolue tellement vite qu'une génération plus tard ou deux générations plus tard, c'est complètement autre chose, eh bien, je ne pourrai plus parler avec mes petits-enfants et je ne pourrai plus rien leur transmettre. Et donc, effectivement, la stabilisation de la langue
tous les grands pouvoirs progressistes, j'insiste sur le mot progressiste, l'ont su, la stabilisation de la langue, l'écriture de dictionnaires, de grammaire, la fixation de l'orthographe, tout ça, ce n'est pas réac. Au contraire, tout ça, c'est ce qui a permis effectivement, par exemple, l'existence des grandes langues nationales, qui sont très largement d'ailleurs, entre le XVe et le XVIIe siècle, des créations des États anglais, français, etc. Pas seulement français, comme on dit, hein, pas seulement français. Le Parlement anglais a décidé à un certain moment de ne plus parler français, mais de parler anglais. C'est une décision politique. Le Parlement hongrois, à un certain moment, a décidé de laisser tomber le latin, puisque les députés hongrois parlaient entre eux en latin, et de passer au hongrois, et ainsi de suite. Ce sont des décisions politiques. Et ça permet de stabiliser le corps de la langue de manière précisément à en faire un échangeur. Ce qu'on demande à un échangeur, c'est justement de ne rien échanger du tout, de rester bien calmement là où il est, pour qu'on puisse passer par-dessus. Ce qui permet d'ailleurs, de cette façon-là, ne croyons pas qu'en disant cela, Staline et moi-même, qui reprend ce qu'il dit au fond ici, nous éloignons de la lutte des classes. Au contraire, ça nous permet au contraire, si la langue est stabilisée, eh bien d'élargir les contradictions, de les poser largement, de les poser sur une base large. Par exemple, de ne pas simplement avoir affaire à des jacqueries locales, mais d'avoir affaire pour finir à des luttes de classe nationales et pourquoi pas à certains moments internationales. Et pour cela, il faut bel et bien quand même, c'était très difficile, par exemple, que les Jacques du Moyen-Âge puissent combattre ensemble la féodalité, ne serait-ce que parce que les uns parlaient occitan, les autres parlaient breton, les troisièmes parlaient picard et les quatrièmes parlaient basque ou je ne sais quoi, hein, ou alsacien. Donc, pour qu'ils s'unifient, il fallait bien quelque part que petit à petit s'unifient les manières de parler. Donc, la Révolution française, en tant qu'elle a unifié le territoire linguistiquement, bien ou mal, c'est une autre question et on peut toujours critiquer tout ça, a permis aussi, par la suite, l'apparition du développement, le développement du mouvement ouvrier, l'apparition de partis politiques qui parlaient le français. Hein, tous les partis politiques modernes, le Parti radical, le Parti socialiste, le Parti communiste, parlaient français, partout, même dans les réunions locales. Je ne dis pas qu'on ne parlait pas en français ou dialecte, etc., mais principalement, les textes étaient votés en français, amendés en français. Hein, voilà, donc on avait ici bel et bien un socle commun qui permettait aussi d'affronter l'adversaire de classe. Comment voulez-vous affronter l'adversaire de classe si vous ne pouvez même pas lui parler, ne serait-ce que pour lui dire « Salaud, quand vas-tu rendre gorge ?» C'est vrai qu'il faut distinguer le tact épistémologique du linguiste qui consiste à ne pas intervenir dans les faits de langage, ne pas porter de jugement de valeur. Ça, on peut comprendre quand on étudie un problème de manière purement objective, et avec le fait que de toute façon l'histoire n'est elle-même pas objective, pas objective, elle est faite de volontarisme, d'action sur la langue. Le rôle du politique joue quelque chose. Et puis c'est peut-être un peu cette intuition qu'avait Staline, enfin c'est pas qu'une intuition, mais parce que ça parcourt un petit peu toute sa pensée depuis la théorie sur la nation jusqu'à la linguistique. Il y a le temps long qui prédétermine l'existence d'une nation, qui stabilise sa langue, dont il faut tenir compte, effectivement, et pas aller tout le temps vers des dialectiques négatives, un peu comme disait Adorno et un certain nombre Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Mais bien sûr, les révolutions, y compris les révolutions culturelles, y compris les révolutions linguistiques, supposent un certain degré de stabilisation, ne serait-ce que pour se transmettre. En un sens, par exemple, chez nous, Victor Hugo provoque une révolution linguistique. Lorsque, par exemple, eh bien, il développe sa poésie romantique très nouvelle, lorsque, en particulier, aussi, il écrit Les Misérables, par exemple, ou des grands textes comme ça. Un véritable poème en prose, comme disait Rimbaud. Donc, voilà, c'est ça. il voyait bien cet aspect poétique-là, y compris dans son roman. Puis même, il le dit, Victor Hugo théorise sa révolution linguistique. Il dit « J'ai mis le bonnet rouge au dictionnaire. J'ai dit à la narine, ah, mais tu n'es qu'un nez. Hein, bon, j'ai dit à la génisse, mais tu n'es qu'une vache. J'ai dit à Bonaparte, tu n'es qu'une moustache. » Bon, donc, effectivement, à partir de là, il montre bien, il fait entrer le prolétariat, le langage du peuple, dans la grande littérature. Bah, c'est une révolution, effectivement, linguistique. Mais encore faut-il, pour que cette révolution linguistique ait lieu, que tout le monde comprend ce que dit Victor Hugo quand il opère cette révolution, et autrement dit, que la langue française soit stabilisée et qu'on puisse passer de la première langue à la seconde par un intermédiaire. Sinon, il n'y a pas de révolution. Pour qu'il y ait une révolution, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait un pivot. Une révolution, ça pivote autour de quelque chose. Et le pivot est stable. Si le pivot n'est pas stable, il n'y a pas de révolution.
Oui, tu expliques d'ailleurs, tu montres bien que la plupart des dirigeants du mouvement ouvrier ont toujours plutôt été, n'ont pas été de révolutionnaires purs dans le langage, ils ont plutôt voulu s'approprier le langage, au sens où la classe ouvrière doit devenir la nation. Donc il s'agit par exemple, par rapport à la défense de la langue française, la plupart du temps des militants communistes très actifs que je connais sont plutôt non pas des puristes tatillons, mais sont quand même des gens qui tiennent à parler un français tout à fait correct, le plus compréhensible possible. Un français, j'allais dire républicain, enfin, qui est le français le plus accessible à tout le monde. Enfin, je crois que ça fait partie aussi de la stratégie, ça fait partie de l'éthique révolutionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas à flatter des différences sociales, des différences de classe, alors que le but, justement, c'est d'avoir une société sans classe, donc de parler une langue Bien finalement. entendu, il s'agit d'éviter à la fois le pédantisme et la démagogie. Ouais. Le pédantisme d'une classe dominante qui en rajouterait dans les signes de distinction pour précisément écarter les importuns, les gens dont elle ne veut pas qu'ils les écoutent. Et d'un autre côté aussi, ce qu'on voit beaucoup à notre époque, la basse démagogie, le fait de systématiquement dire je veux pas, je fais pas, c'est un bonhomme, de pas faire les liaisons, de pas dire c'est une belle occasion, et dire c'est une belle occasion, etc. Bon, dans la vie courante, nous parlons tous comme ça, mais quand nous nous adressons au peuple, que diable, c'est-à-dire au souverain, rendons-lui sa majesté. Rendons-lui sa majesté et parlons-lui précisément en enlevant le chapeau et non pas en pétant et en rotant, si je puis dire. Alors que tant de journalistes, de spécialistes des médias et ainsi de suite sont complètement débraillés quand ils s'adressent à notre maître à tous, le peuple souverain. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, c'était Luigi Pastalozza, qui était un militant communiste et musicologue italien et ancien résistant, et qui me disait, il est mort maintenant, mais il me disait il m'expliquait que Berlusconi faisait exprès de parler un italien vulgaire pour réintroduire du féodalisme, pour montrer que justement c'était le grand seigneur qui s'affranchissait en fait des normes du langage et des normes de la bienséance. Et c'était pour mieux diviser le pays, en fait. Donc il tenait évidemment à parler à un italien, au contraire, pas châtié, mais disons standard et comment dire. Bien sûr, bien sûr. Ou alors, à ce moment-là, il faut faire l'effort de parler réellement le picard ou de parler réellement Ouais. provençal ou le corse, pour du bon, pas en prenant quelques expressions par-ci, par-là pour faire peuple. Là, c'est du Ouais, mépris. exactement. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, peut-être c'est intéressant d'expliquer On n'est pas dans l'anecdotique, parce que là, je crois que ça touche à des questions quand même très, très importantes, parce que tu es même très, très jacobin dans ton rapport au langage, et toi-même, depuis l'enfance, tu parlais aussi le dialecte monégasque, enfin, qui est une sorte de dialecte occitan. Donc, mais comment tu vivais est-ce que tu vivais vraiment sur une forme de diglossie ou... oui, alors bon, c'est même plus complexe que ça, parce que mes grands-parents paternels parlaient entre eux en monégasque, et mes grands-parents maternels parlaient entre eux en nissar, ce qui est encore différent. Comme quoi, d'ailleurs, si on voulait fractionner le pays selon des lignes en quelque sorte dialectales, on n'aurait pas fini de l'émietter en petits bouts, puis en petits bouts, puis en petits bouts. Bon, et je les entendais parler comme ça, donc moi, je comprenais ce qu'ils disaient, mais je leur répondais en français, parce que n'oublions pas quand même que personne n'est venu nous interdire à la maison de parler monégasque, ni à l'école. Je n'ai jamais vu de panneau disant il est interdit de parler niçois ou de parler monégasque. Ce sont nos grands-parents qui parlaient entre eux les dialectes en question, mais qui, lorsqu'ils s'adressaient aux enfants, parlaient en français et exigeaient que nous leur répondions en français. Donc, bon, j'ai entendu tout ça depuis assez longtemps. Moi, j'ai fait mon trou, mon nid en tant que fils du peuple dans la langue française, dont je lui ai une reconnaissance considérable. En même temps, j'ai appris l'allemand avec plaisir, j'ai fait un peu de latin, un peu de grec, j'ai un peu baragouiné j'ai un peu appris de mon côté l'anglais en dehors de l'école, puisqu'à l'époque, comme j'ai fait du latin et du grec, je n'ai pas pu faire d'anglais deuxième langue. Bon, enfin bref, de toute façon, ensuite j'ai un peu appris des bribes d'espagnol, des bribes d'italien, enfin bref, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Je ne suis pas polyglotte pour autant. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est très enrichissant parce que ça permet au moins de regarder le français, justement, comme une langue. Sinon, la plupart du temps, les gens l'utilisent sans même savoir qu'ils la parlent. Oui, mais justement, par rapport à cette question, Naïf. mais ce qui m'intéresse de comprendre par rapport à cette question régionale, de langue régionale, c'est
Il y a une volonté, je crois que quand on apprend l'occitan d'un point de vue strictement formel, et même un CAPES d'occitan maintenant, les gens se basent sur une langue qui serait le languedocien et qui servirait de norme pour parler une sorte d'occitan standard. Mais comme tu dis, entre Nice et Monaco, bah ça, et la banlieue de Monaco plutôt, Oui, ça oui. semble changer du tout au tout. Ah, Alors, c'est très curieux et ça ne rapprochait pas du peuple. Je sais que, par exemple, bon, il m'est arrivé en tant que guitariste amateur hein, de chanter des chansons en Nissar, notamment des chansons de Maurice, hein, qui était un chanteur niçois qui doit être décédé maintenant, mais enfin bon, qui était célèbre dans les années 70. Lorsque je l'ai chanté devant, par exemple, ma mère, ma marraine, etc., qui, elle, étaient des nissardophones, ça leur paraissait étrange. Parce que, par exemple, Maurice, qui était de Nice, disait mon frère, en disant mon frère. ouais, Mais ça fait très languedocien, ça, oui, plutôt. Oui. oui, mais du côté de la Turbie, par exemple, ma tante disait c'est ça, mon frère, c'est mon frère. Bon, C'est ça. et elle n'entendait que ça, que la petite différence, et ça leur suffisait pour ne pas entrer dans la chanson et pour ne pas se reconnaître dans cette langue-là, en quelque sorte. Mm. Donc, bon, voilà, je ne suis pas ici pour décourager d'apprendre le nissar, hein, l'occitan, etc. Je trouve que tout ça est fort intéressant et qu'on ne sait jamais trop de langues. Mm. Et simplement, disons que ça ne doit pas se faire au détriment de la langue commune, le français, parce que notre langue maternelle à tous maintenant, c'est le français, y compris dans les régions qui se réclament d'une langue autre. Bon, tout de même, vos parents vous ont parlé en français, vous avez appris à penser, à aimer, à chanter en français, même si c'est Non, en parce train que de basculer vers l'anglais, mais ça, c'est une autre question. c'est vrai que les tenants d'un girondinisme à tout craint veulent toujours faire croire que du côté jacobin, on en serait resté aux conceptions de l'abbé Grégoire, qui voulait éradiquer les patois, comme il voulait d'ailleurs éradiquer l'esclavage, mais ça, c'est encore une autre Du tout, question. pas du tout. J'ai même écrit des chansons en picard, en ch'ti, hein, pour les manifs en particulier. Donc, je me suis acclimaté à une nouvelle région. Et donc, moi, je trouve que enfin, les langues régionales, pour moi, sont un patrimoine important. Mais c'est un patrimoine national. Ce n'est pas un patrimoine, comment dirais-je, particulariste, qui consiste à se recroqueviller sur sa région dans une attitude d'exclusion. Là, ce qui me pose ce que ça me pose comme problème, c'est que par exemple, beaucoup de gens disaient qu'à partir du moment que d'un village breton à un autre, les gens ne se comprenaient pas, mais alors, maintenant il existe un breton standard qui est dans les écoles d'Iwan, c'est celui qu'on apprend pour que les gens se comprennent. Donc c'est un acte politique, on est bien d'accord Oui, que toujours, toujours. il y a toujours un acte politique. Mais est-ce qu'il faut faire cet acte politique-là en même temps, comme tu dis, ça te coupe des gens qui le parlaient réellement, j'allais dire, dans leur pratique quotidienne, comme tu donnais l'exemple précédemment euh, avec ton exemple pour dire mon frère, là. Mais est-ce que je vois là, est-ce qu'on n'est pas pris dans une tenaille par rapport à cette réalité? Parce qu'il Alors, s'agit de. voilà, alors moi, ce que je répondrai ici, c'est que il faut éviter deux travers symétriques, comme toujours. Le premier travers, c'est une espèce d'autoritarisme linguistique qui consisterait effectivement à tout dicter d'en haut, un peu comme on avait tendance à le faire dans certains milieux au XVIIe siècle, et ce dont se moque Molière, hein, notamment Là, ouais, c'est ça. ou dans Les femmes savantes, et ainsi de suite, où donc des petits marquis, des petites marquises aussi, vont se mêler de bannir des mots hein, du dictionnaire et ainsi de suite, et sans cesse. Les grands linguistes et grammairiens de l'époque, y compris Vaugelas et Voiture, disent pas du tout, il faut partir de l'usage. Donc, c'est l'usage qui. Bon, et donc, Boileau dit lui-même qu'il fait ses poésies en allant écouter les crocheteurs des Halles, hein, qu'il essaie de parler le français. Molière dit quelque part qu'on parle bien quand on se fait entendre. Voilà. Donc, C'est une bonne définition, oui. c'est suffisant. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit la langue de Molière, d'une certaine façon. Molière étant lui-même capable, dans ses comédies, de parler toutes sortes de langues, y compris d'ailleurs du patois, hein, du dialecte, La langue des paysans, oui. normand, etc. Je rappelle aussi que d'ailleurs Molière était Jean-Baptiste Poquelin et qui n'est devenu Molière qu'à Pézenas, autrement dit au service du prince, du gouverneur plutôt du Languedoc hein, de l'époque. Bon, bref,
pas de caricature au sujet du centralisme, etc. Il y a qu'à étudier l'histoire, on verra bien que le français lui-même a une histoire diverse, il puise à plusieurs racines, et ainsi de suite. C'est le cas de le dire en matière de poésie tragique. Bon, mais l'autre aspect, plus dangereux et plus insensible à notre époque, c'est au nom du fait que le linguiste ne doit pas être normatif. Le linguiste doit toujours être descriptif. Donc, le linguiste doit sanctionner l'usage, etc. Eh bien, ne pas se rendre compte que bien souvent, cet usage est lui-même imposé. Donc, cet usage, il peut être imposé pour des raisons hautement politiques. Par exemple, quand on décide de construire un État comme Israël, eh bien, on va littéralement réinventer l'hébreu. C'est le seul cas d'une langue réinventée, enfin reparlée. Voilà, ou reparler, bon, Il n'y en a effectivement, pas d'autres. ou sauver, le hongrois, par exemple, qui était en très fâcheuse posture, c'est le nationalisme hongrois et donc la volonté de reconstruire un État hongrois qui a sauvé le hongrois qui était en train de disparaître devant l'allemand, hein, par exemple. Bon, Jusqu'à tout hongariser, jusqu'à des mots comme bourgeoisie, révolution. En russe, il y a des équivalents latins, enfin, c'est une transcription du latin, mais en hongrois, c'est purement hongarisé. C'est-à-dire qu'on fait une langue très difficile à apprendre. ça ne me dérange en rien. Alors, donc, l'usage, quel usage? Si l'usage, on fait toujours comme si l'usage, c'était voilà, les braves gens qui parlent dans la rue et puis on prélève. Alors, ça existe. Tant mieux si c'est le cas. Mais bien souvent, ce sont des interventions étatiques et bien souvent, ce sont des interventions qu'on ne voit pas, qui sont encore plus dangereuses, comme aujourd'hui avec ce que j'appelle le tout globish ou le tout anglais, des décisions de managers, des décisions de conseil d'administration. Ce n'est pas l'ouvrier de Renault qui dit que désormais, on va passer toute la communication interne de Renault ou celle de Peugeot à l'anglais. C'est, je ne sais pas qui d'ailleurs, enfin, ce sont les directions. Et elles ne font que traduire le fait que le baron Sellière, devant le Conseil de l'Europe, a déclaré en 2004 « Je ne vous parlerai plus désormais qu'en anglais, la langue de l'entreprise et des affaires ». Ce sont des décisions qui tombent d'en haut, et là, qu'on le veuille ou non. Il y avait triché aussi. Ah ben oui, si on dit « Ah ben c'est l'usage, c'est comme ça », eh ben ça s'appelle le néolibéralisme. Et là, on introduit le néolibéralisme dans la langue, et sans s'en rendre compte, on introduit du normatif, ce normatif ayant un nom, le marché. Et derrière le marché, plus précisément, parce que ce n'est pas vraiment du marché ni de la concurrence, les monopoles capitalistes qui vont dire comment on doit parler désormais et qui vont décider que, par exemple, les TGV s'appelleront Ouigo. Alors, je veux bien qu'on l'écrive OUI pour faire semblant que c'est du français, mais tout le monde entend bien qu'en réalité, c'est de l'anglais. Et ainsi de suite. Et qui l'a décidé? Ça, ce n'est pas le cheminot ni l'usager de la SNCF. C'est bel et bien les grands Manitou, en quelque sorte. Donc, lorsque certains linguistes me disent pas de normes dans le domaine du langage, c'est les gens qui décident en parlant. Ouais, les gens, ils décident en parlant, ils ne se rendent pas compte du tout que, par exemple, eh bien, toutes les pubs de 19h ou presque basculent à l'anglais, ce n'est pas eux qui l'ont décidé. Et ensuite, s'ils regardent l'émission de la première chaîne le samedi soir, à l'heure de la plus grande écoute, elle s'appelle The Voice ou The Kid Voice ou All Star Dance, un truc dans ce style. Et si vous dites, oh ben merde, j'ai pas envie de me taper du globish, je vais sur la deuxième chaîne, enfin sur France 2. Et ben là, vous avez une émission qui s'appelle The Artist. Voilà, c'est ce qu'on appelle the choice, n'est-ce pas? Et quand Macron... Je voyais une pub dans le métro, c'est marqué On the Verge. On the Verge, alors moi je pensais beaucoup plus à Apollinaire. Oui, bon, alors évidemment... C'est vraiment ridicule. Oui, oui, ben ça a un petit côté, peut-être qu'ils ont voulu faire un jeu de mots grivois en jouant sur les deux langues. Non, je crois pas, non. Quand même. Honnêtement, ils ont dû penser lorsque le président de la République française, Macron, qui est censé protéger la Constitution, dont l'article 2 dit la langue de la République est le français, organise des événements, des events en France, eh bien, ça s'appelle Choose Friends. Ça, c'est à la destination des grands patrons étrangers, là, pour rabattre les capitaux, par ici la monnaie. Et, ou bien le One Planet Summit, hein, pour l'écologie, c'est-à-dire le sommet d'une seule planète, quoi. Mais une fois, moi, je m'étais souvenu, je me suis plus dans quel cas, je ne pense pas que ce soit dans ces entretiens, mais tu disais il y a une vraie transformation de la quantité en qualité sur le nombre d'anglicismes, parce que n'importe quel linguiste va te dire il y a toujours eu des anglicismes, de même qu'il y a eu des gallicismes en anglais. Enfin, les échanges étaient permanents depuis effectivement Guillaume le Conquérant.
Mais là, il y a véritablement il y a tellement de mots anglais qu'il y a une perte de langue. On peut presque appeler ça un sabir entre l'anglais et le français, puisqu'en fait, on ne parle plus français et on n'apprend pas non plus de l'anglais. C'est ça qui est. Ah oui. On pourrait le dire comme ça. Alors après, quand ce sabir. Et ce sabir n'est pas encore devenu une langue. Le propre d'un pidgin, d'un sabir, c'est qu'il n'est pas encore une langue qu'on va parler, mais en tout cas, c'est la destruction en fait, de deux idiomes. Hein. Oui, oui, bien entendu. Écoutez, là, on est dans la substitution. C'est ça le plus grave. Moi, à l'époque d'Étiamble, quand il écrivait dans les années 60, un petit ouvrage qui avait fait du coup, qui s'appelait Parlez-vous franglais, on avait l'apparition de mots anglais de plus en plus nombreux dans le français. Bien. Alors, on pourrait se dire, bon, l'anglais a fait la même chose en sens inverse, puisqu'il y a beaucoup de mots français dans l'anglais. Oui. Il y a des jeux qui reviennent comme étendard, standard, etc. Bon, voilà. Bon, toujours les exemples. D'accord. À la rigueur, on peut tolérer ce genre de choses. Je noterai tout de même que l'anglais n'a pas fait comme le français. L'anglais a approprié les mots français. C'est-à-dire qu'il prononce à l'anglaise. Pas le mot français tel quel. Si bœuf devient bif, justement, bœuf ne reste pas bif. Bif ne reste pas bœuf. Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le cas du français. Au contraire, nos snobs actuels s'époumonent à prononcer à l'anglaise, même si c'est mal à l'anglaise, enfin, ils essayent de prononcer à l'anglaise. Donc, ils cassent la phonétique du français. C'est une chose. La deuxième chose plus grave, c'est que tout simplement, ils remplacent des mots français qui existent bel et bien et qui sont immémoriaux par des mots anglais. Bon, lorsque, par exemple, à une certaine époque, on ne disait pas TGV nuit à la SNCF, mais TGV night, c'est bel et bien une volonté de remplacer nuit par night. Nuit que tout le monde comprend, par night que, au passage, tout le monde ne comprend pas. Et par conséquent, aussi, à créer des effets de discrimination entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, à faire un clin d'œil aux gens bien nés qui comprennent la langue mondiale, alors que les ploucs n'entendent pas cette langue, etc. Donc, nous en sommes non plus aujourd'hui à l'invasion même. C'est encore plus grave que la quantité qui passe à la qualité. C'est encore plus grave que ça, puisque c'est de la substitution systématique et donc de l'arrachage. J'arrache le mot français, je mets le mot anglais à la place, et c'est d'autant plus grave que ça se fait comme ça aussi en Italie pour l'italien, en allemand pour l'Allemagne, et en espagnol pour l'Espagne, et ainsi de suite. Donc, bon, si on a cet arrachage universel, on va vers la langue unique. Si on va vers la langue unique, on va ensuite, comme les langues, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas simplement comment dirais-je, des filtres passifs qui traduiraient des pensées déjà existantes auparavant, comme elles comportent une histoire, une culture, un héritage, un patrimoine. En arrachant les langues, on arrache les patrimoines, on arrache les manières de penser diverses, on arrache les diverses manières donc de considérer le monde, et par conséquent, on se dirige vers la pensée unique. Quand on se dirige vers la pensée unique, on se dirige aussi vers la politique unique. Quand on se dirige vers la politique unique, vers l'économie unique. Et tout ça, résumé en un seul mot, même si je vais le badigeonner d'un mot anglais pour faire passer le tout, c'est ce que j'appellerais le totalitarisme soft. Soft, puisque personne n'en débat jamais, puisqu'il n'y a pas de temps pour l'imposer, puisque ça se fait entre guillemets tout seul, puisque ça semble spontané, alors qu'en réalité, au poste de commandement, vous avez d'une part l'empire anglo-saxon, puisque Churchill disait déjà qu'il fallait gagner le monde entier à la domination anglo-saxonne par la langue. Ça, c'était déjà dès 1944 qu'il disait des choses comme ça. Et la politique a été très très bien menée d'un point de vue strictement linguistique. Voilà, et bon, les Américains aussi ont imposé que leurs films, par exemple, soient importés en Europe sans traduction des titres, et ainsi de suite. Donc, ils ont une politique linguistique. Eux, ils ont une politique linguistique. Et nous, au nom des enfonçages de la gauche, soi-disant internationaliste, eh bien, nous allons rester bras ballants, nous laisser détruire la langue de Molière, d'Aragon et de Victor Hugo, excusez du peu, ou la langue de Dante, la langue de Gramsci, la langue de Goethe, la langue de Hegel, et tant d'autres, sous prétexte qu'il faut être internationaliste. Mais comment peut-on être aussi stupide? Voilà. Mazo. Comment peut-on présenter
cette espèce de masochisme national comme de l'internationalisme. Et le pire, c'est que c'est la chose du monde la mieux partagée, hein. C'est quelque chose dont quasiment personne, à part deux, trois des énergumènes dans notre genre, n'a conscience, hein. C'est quelque chose qui, y compris alors chez des communistes, c'est quasiment jamais, jusqu'à des slogans Red is the new green ou je sais pas quoi. Ah oui, oui, PCF is back, comme dirait Ouais, c'est ça. Ouais. M. Roussel, qui n'est vraiment pas le digne héritier des lettres françaises clandestines d'Aragon et d'Elsa Triolet. Oui. Mais c'est vrai que ça se retrouve dans plein d'autres milieux. Effectivement, chez les communistes, on attendrait beaucoup mieux. Mais voilà. On attendrait, En tout cas, même sinon, chez les on intellectuels actuels. attendrait sinon de la résistance, du moins pas de collaboration. Oui, c'est ça. Si on n'a pas le courage de résister, ça peut se comprendre. Du moins qu'on ait la décence de ne pas collaborer. Tout à fait. Et là, tu pourrais peut-être parler de tes expériences dans ce domaine-là, contre l'impérialisme linguistique. Parce que il y avait l'association Courriel, dont la vocation était surtout dont tu es un des créateurs, hein, dont la vocation était surtout de lutter contre, d'un point de vue strictement, j'allais dire, géopolitique, enfin, contre l'invasion de l'anglais. Et comment forcément, ça t'amène à côtoyer d'autres milieux pour la défense du français qui ne sont pas forcément dans la même famille politique. Et comment ça se passe? Quel bilan tu peux faire de cette activité-là? Ah bah, c'est un bilan qui quelquefois dur à porter, parce que même si nous bataillons beaucoup, nous avons peu d'écho, il faut reconnaître les choses. Disons que dans les élites politiques, il y a effectivement un engouement, littéralement. J'allais même dire un englouement, si l'on peut dire, pour le tout globish. C'est porté par l'Union européenne, hein, tout ça. Hein, c'est très directement porté par les plus hautes instances de l'Union européenne, Mme Ursula von der Leyen, par exemple, qui passe illégalement, je le signale, toute la communication de travail de la Commission européenne à l'anglais. Bon, dans le peuple, il y a très peu de résistance parce que c'est ludique, hein, tout au moins dans un premier temps, et parce que personne ne voit les enjeux à court terme. Alors, bon, le bilan est compliqué, il est contrasté. Nous résistons pied à pied. Au moins pour l'instant, nous pouvons dire que tout le monde n'est pas d'accord, qu'il n'y a pas consensus, que, pas en notre nom, hein, not in our name, si on peut dire, pour que tout le monde comprenne. Bon, enfin bref, mais c'est un bilan très compliqué tant que les syndicats, tant que les grands partis de gauche progressistes ne se mêleront pas de cette révolte linguistique, la cause sera très difficile à défendre. Bon, donc, comment peut-on se défendre sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan des libertés, etc., si on ne défend pas aussi la langue, la culture, enfin, tout ce qui permet effectivement à un peuple d'être un peuple. Le jour où le peuple français ne parlera plus le français, il aura cessé d'exister, tout simplement. La langue sans la langue française, le français sans la France sans la langue française, je dis quelquefois que c'est le couteau sans manche dont on a jeté la lame. Voilà. Donc, c'est particulièrement vrai pour le français. c'est particulièrement vrai pour notre pays. Bon, mais c'est pareil pour l'italien. Imaginons une Italie sans italien. Bon, voilà, c'est tout. C'est plus l'Italie, c'est tout. Il y a des seuils qualitatifs. On peut peut-être perdre des acquis sociaux importants, on peut perdre des acquis territoriaux même parfois, mais à la limite, peut-être on peut les regagner. Mais lorsqu'une langue est morte, elle est morte. C'est de l'irréversible. Et lorsque cette langue est vraiment morte, le peuple qui l'a portée, non seulement est mort, mais quelque part, il s'est déshonoré, parce qu'il a renoncé à lui-même, parce qu'il s'est renié, quelque part. Donc, il y a là quelque chose de grave, y compris de traumatique pour les générations à venir qui auront consenti à tout ça. D'ailleurs, ça se voit très bien, puisqu'il suffit de s'imaginer ce qui se passera dans notre pays s'il bascule réellement un jour en tout anglais. Il suffit de se l'imaginer en regardant ce qui se passe en Bretagne, ce qui se passe en Corse, ce qui se passe dans d'autres coins de notre pays, où les gens sont culpabilisés parce qu'ils ont laissé tomber la langue qui était celle de leurs ancêtres. Eh bien, ils en souffrent. Et on peut comprendre qu'ils en souffrent, on peut comprendre. Alors moi, je supporte en rien, je ne soutiens en rien, en tout cas, le séparatisme, le régionalisme, etc., tout ça. Mais je défends les langues régionales, je défends le droit et même le devoir pour l'éducation nationale d'assurer leur enseignement, parce qu'effectivement, il y a eu des injustices terribles à leur égard, et aussi parce qu'il y a eu pas simplement le gendarme qui venait empêcher le petit breton de parler breton, mais les parents bretons qui n'ont plus parlé breton à leurs enfants, mais les parents niçois qui ont défendu à leurs enfants de leur répondre en niçois, et ainsi de suite. Et il y a une culpabilité derrière tout ça.
Donc, comme je ne veux pas que cette culpabilité qui existe dans les régions que j'ai vécues quand j'étais petit moi-même, que je pressentais, hein, je voyais bien que bon, tous ces patois, on disait le patois, hein, à l'époque, on ne s'embêtait pas à dire le dialecte, et ainsi de suite. Je parle pour parler mes parents, allaient disparaître, et que je serais peut-être, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des nissardophones, par exemple. Eh bien, je me dis que sur une vie, ça fait un peu beaucoup d'être le dernier nissardophone et peut-être l'avant-dernier francophone. Bon, on n'en est pas là, parce que le français, c'est 300 millions de personnes dans le monde, etc. Mais ça va vite, ça va vite. Certes, on n'en est pas là, mais les moyens de détruire aujourd'hui sont bien plus forts qu'ils n'étaient il y a 50 ans. Donc, l'un dans l'autre, ça ira très vite s'il n'y a pas de résistance. On peut penser aux Gaulois, les petits Gaulois, enfin les parents Gaulois qui emmenaient leur enfant à l'école en latin, ça a vite disparu, hein, en Ça l'espace a de été quelques liquidé générations. en très peu de générations. Et qui plus est, on peut comprendre que les Gaulois aient eu moins de culpabilité objective à perdre le gaulois. Parce que certes, il y avait une grande littérature orale, c'est-à-dire que sans doute, il y avait des tas de choses, les vers qu'apprenaient les druides et ainsi de suite. Mais bon, il n'y avait quand même pas ce que nous avons. Nous sommes criminels, quoi. Enfin, quand même, bon, C'est sûr. François Villon, Rabelais, La Fontaine, Diderot, Victor Hugo, Éluard. Qu'est-ce qu'il faut que je cite encore? Beauvoir. Bon, on a une des plus grandes littératures, une des plus grandes philosophies, etc., une des plus grandes sciences, même la science moderne, Descartes, le discours de la méthode, la dioptrique, la géométrie, la mécanique, tout ça par les Français au départ. Hein, donc, c'est quand même absolument lamentable que de laisser perdre tout ça. Hein, on y va à vitesse grand V. Mais bon, pour en revenir aux aspects peut-être un peu plus conceptuels, hein, dont on parlait au départ, il me semble que on voit très bien à travers tous les aspects politiques que nous venons, politiques idéologiques que nous venons d'évoquer, que donc le langage n'est pas hors sol et que le langage est bel et bien d'abord une réalité, comment dire, concrète et particulière, puisque nous ne parlons pas le langage, nous parlons des langues, qu'à l'arrière-plan, il y a des pratiques sociales qui se sont cristallisées sous la forme de classe, sous la forme de nation et sous la forme de métier, puisqu'il y a aussi des langages de métier, et ainsi de suite. Bon, que donc c'est toute cette richesse-là qui se joue à travers les mots, hein, et que quand on s'approprie des mots, il faut s'approprier les pratiques qui vont avec. Qu'est-ce que c'est que pratiquer une langue? Ce n'est pas simplement la parler beaucoup, se mettre devant un écran et puis blablater, clavarder toute la journée. Non, c'est aussi vivre la vie du pays, aller en Angleterre et travailler en Angleterre et vous apprendrez l'anglais comme un anglais, quoi. Enfin, bon, évidemment, vous garderez votre accent, mais en tout cas, vous aurez pratiqué la langue parce que vous aurez, comment dirais-je, linguifié la pratique, si l'on peut dire, en sens inverse. Donc ça, c'est un premier élément. On voit le poids de pratiques humaines et par conséquent, derrière la pratique humaine, on voit le poids de chair, de vécu, de subjectivité, de, comment dirais-je, de tendre chair humaine qu'il y a, si l'on peut dire, derrière les mots. Ce n'est pas rien de liquider une langue. Hein, pensons toujours à ces gens qui ont vécu cette chose terrible, quoi, les ethno-linguistes qui se promènent d'un coin des Andes à un autre coin des Andes et qui ont pour charge de recueillir par magnétophone les paroles de la dernière personne parlant telle langue en train de s'éteindre. Comme Dumézil avec Lubick, je crois, oui, dans le Coca. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est tragique, quoi. La personne qui meurt avec ça, quoi, hein, qui vit plusieurs morts à la fois. Voilà, un peu comme... Alors après, on va Mais, pleurnicher mais, sur la mais- biodiversité. mais je pense que beaucoup de gens vont caricaturer ce qu'on dit en disant, mais regardez, il y a 300 millions de francophones, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte à quel point justement une langue peut devenir un sabir, en fait. C'est-à-dire une langue qui n'a plus, qui n'a plus sa particularité. On peut la perdre comme ça. On ne le perdra pas parce que d'un seul coup, les gens ne comprendront plus le français, mais simplement parce qu'ils ne parlent, ce qu'ils se mettront à parler, ça ne sera ni du français ni de l'anglais, mais quelque chose d'intermédiaire. Je pense que le fait que, par exemple, on dise pas remue-ménage, mais brainstorming, enfin, combien d'entre nous, je crois que c'est le mot qui nous vient à l'esprit en premier. C'est pas pour ça qu'on parle anglais couramment, hein. Oui, oui, bien sûr, bien Donc, sûr. on a oublié remue-ménage alors qu'on l'a, hein. Enfin, bon, enfin, on a quelque chose Oui, oui, d'équivalent. oui, oui, bien sûr, on est sans cesse en train de dire, d'employer le mot anglais, puis de le traduire en français, puis de revenir en anglais, parce que finalement, c'est ce qui fait bien. Et donc, c'est un acte de classe, au sens de Bourdieu, quand il réfléchit sur la distinction.
Et puis ça fait bien parce qu'on a décidé que ça faisait bien, oui, c'est ça. On a dit que ça faisait bien parce que ça vous permet de vous classer du côté de l'élite mondialisée et non pas du côté du plouc de Lens ou de Clermont-Ferrand. Mmh. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, c'est minable, quoi. C'est tout Mmh. simplement minable. Je dirais que cette façon de vouloir se distinguer de ses contemporains, Mmh. de cette façon-là, montre que justement, on n'a rien fait d'extraordinaire dans la vie. Mmh. Si on a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie, on doit le faire et le dire comme Descartes dans sa propre langue. Mmh. Descartes, il ne s'est pas dit, tiens, je vais écrire le discours de la méthode en latin, comme ça, il n'y aura que les gens bien qui me comprendront. Il s'est dit justement, parce que ce que j'ai à dire est fort, extraordinaire, et que personne d'autre ne peut le dire que moi, je vais le dire en français, de façon à être compris, comme il le disait à l'époque, même des femmes. Ce qui ne doit pas faire sursauter les féministes, bien au contraire, puisque c'était un acte au contraire Ouais, inclusif, là, au sens. inclusif et démocratique. Mmh. Oui. Donc, en réalité, bon, il y a cet aspect qu'on doit mettre fortement en avant. Hein. La bataille de la langue est une bataille politique. La bataille de la langue est une bataille sociale, est une bataille sociétale. Il y a, Et il y a des cas où souvent les femmes défendent la langue. Je crois, par exemple, le japonais, toute la littérature japonaise a été écrite par des femmes qui, justement, parlaient pas bien le chinois. Et je crois que le dit de Genji, le Genji Monogatari, c'était vraiment écrit justement, c'est une première manifestation de la langue japonaise parce que justement, elle défendait quelque part la langue de leur patrie parce qu'elles en étaient, c'était leur mode de communication propre en fait. C'était pas mais, dans le snobisme de la langue posée par les mais bien puissances. sûr, oui, ça n'a rien d'étonnant. Je pense d'ailleurs que la première poésie lyrique en français, enfin, à ma connaissance, je peux me tromper, c'est le lait Oui, de Sainte-Eulalie ou je sais pas quoi, oui, oui, de oui. Chèvrefeuille de Marie de France. Ah oui, puis oui, oui, ah oui, le rôle des femmes dans la littérature est très Voilà, important parce qu'aussi il reflète. une princesse anglo-normande. Ouais, Elle a exactement. Ouais. écrit ça en Angleterre en plus. Enfin, elle était dans la cour d'Angleterre, que je sache. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, voilà un peu ce qui peut se défendre à travers ce genre de choses. Et puis surtout, je voulais en venir à cela. Je dirais que si on parlait un jour tous le globish, d'abord, ça ne supprimerait pas, contrairement à ce qu'on croit, les différences de classe, ni les différences de nation, ni surtout, peut-être les différences de nations, oui, mais pas les différences de traitement des nations, pas les inégalités nationales. Parce que bien évidemment, il existerait à ce moment-là un globish du haut et un globish du bas. Déjà, dans les annonces des journaux, regardez les annonces dans les journaux de cadre pour les emplois très élevés, on vous demande non pas de parler anglais, ça va de soi, mais on vous demande d'être English Mother Tongue, c'est-à-dire anglais langue maternelle. Bon, ben voilà, d'abord, c'est de la discrimination extraordinaire. C'est la préférence nationale de Le Pen à l'envers. Ça veut dire qu'en France même, on va privilégier plutôt quelqu'un qui sera néo-zélandais, canadien ou australien. Ou il y a une certaine bourgeoisie française qui parle directement à ses enfants en anglais. Voilà, ou qui sera, disons, des Français qui ont renié la France, quoi. Voilà, mais en tout cas, bon, qu'il n'y ait plus de. Que la France du haut ne soit plus un Haut-de-France, si j'ose dire. Bon, donc on a cet aspect des choses. Donc ça ne supprimerait pas les divergences, les différences, les traitements inégalitaires à partir des accents, des langues et ainsi de suite. Deuxièmement, ça mènerait à ce que j'ai dit tout à l'heure, langue unique, etc., etc. Mais aussi, voyons les enjeux très, très matériels d'un point de vue syndical, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement si la classe ouvrière, et spécialement les syndicalistes de classe, s'emparent de la question, qu'on pourra faire quelque chose. Sinon, ça sera fichu. Imaginons que désormais, comme le souhaite en réalité la Commission européenne, la langue de travail de l'Union européenne devienne exclusivement l'anglais, en plein Brexit, soit dit en passant, voyons le ridicule, que par conséquent, petit à petit, la langue officielle de l'Europe devienne l'anglais, pour finir, hein, que tous les actes, par conséquent, du coup, que l'anglais devienne, comme en Irlande, langue auxiliaire de chaque pays, de la France, de l'Italie, et ainsi de suite, donc langue co-officielle. Hein. C'est d'ailleurs, à vrai dire, souvent, on n'ose pas le dire, l'enjeu réel de la co-officialité des langues régionales dans les provinces françaises, parce que ça permettrait de briser le monopole de la langue française, et après, la co-officialité de l'anglais pourrait entrer par la cheminée au lieu d'entrer par la porte, si l'on peut dire. Mais imaginons que tout cela se produise. Qu'est-ce qui se passerait sur le marché du travail? Alors, par le bas, des millions de gens seraient exclus du marché du travail. Hein, donc, en réalité, des milliers de francophones
purement francophone, d'italophone, purement italophone, et ainsi de suite, seraient exclus du marché du travail. Mais ça serait qu'un petit détail pour finir, parce que peut-être, effectivement, si on demande à chacun de parler le globish avec 200 mots, ce qu'on appelle l'anglais d'aéroport, ça pourrait se compenser. Mais du même coup, avec cela, quelque chose disparaîtrait. Nous, marxistes, nous devons le dire et le clamer, c'est la segmentation linguistique du marché du travail. Aujourd'hui, par le fait qu'il y a des germanophones, des francophones, des italophones, des russophones, et tout ce que vous voudrez, eh bien, ce marché du travail, de la force de travail, est segmenté. Et donc, le capital a beau galoper d'un pays à l'autre, malgré tout, il y a des freins. Ce n'est pas une course plate, c'est une course de haies, en quelque sorte. Et les haies ralentissent le capital. Là, il n'y aurait pas de ralentissement. Donc, les ralentisseurs disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si Veolia ou, je ne sais pas, EDF privatisé, ou ce que vous voudrez, propose donc un emploi, alors qu'aujourd'hui, il y a 10 candidats, parce que le marché du travail est tel qu'il y a beaucoup de chômeurs, etc. Enfin, bon, il est ce qu'il est. Demain, mais ce sont tous des francophones qui postulent. Demain, ce seraient tous des anglophones. Donc, l'offre d'emploi est mondiale. Et elle est globalisée en anglais. Bon, alors bien sûr, ça élimine quelques milliers de Français qui ne se débrouilleraient pas en globish. Mais ça ouvre le marché à des millions de gens de par le monde. Avec 1 milliard de chômeurs, on est à peu près 1 milliard de chômeurs à l'échelle mondiale à l'heure actuelle. Vous imaginez, alors si je veux le dire La mise en concurrence de tous ces 1 milliard la là. mise en concurrence de tous contre tous sur un seul emploi, si je veux le dire en globish, je vais dire que c'est du dumping social. Si je veux le dire en bon français, je dirais que c'est du moins-disant social. C'est celui qui demandera le moins cher, le salaire le plus bas, les avantages sociaux les plus faibles, qui aura l'emploi, surtout s'il est English Mother Tongue. Donc, vous aurez dans le baba, mais de toutes les façons possibles et imaginables. Et les petits malins qui m'écoutent et qui disent oui, mais moi je parle anglais, eh ben, ils pourront toujours se gratter parce qu'ils ne parleront jamais assez bien anglais. Il y aura toujours quelqu'un qui parlera mieux anglais qu'eux. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu de temps en temps? Est-ce qu'au niveau syndical, il est interdit de réfléchir, de voir plus loin que le bout de son nez et de comprendre que ces questions de substitution de langue portent derrière elles d'énormes affaires de gros sous, tout bonnement, et derrière, donc, de surexploitation et ainsi de suite. Alors, on me dira bien sûr oui, mais comme ça, le prolétariat mondial va se développer. Oui, en 200 ans, 300 ans, il y aura peut-être un prolétariat mondial complètement anglophone, sauf qu'entre-temps, il y aura eu 3 guerres mondiales dirigées par l'impérialisme, et que pendant les 200 ou 300 ans en question, eh bien, la classe ouvrière n'a pas fini de suer à grosses gouttes et de souffrir linguistiquement, comme c'est déjà le cas dans pas mal de grosses boîtes françaises qui travaillent déjà en anglais et où même les ingénieurs, les cadres et les techniciens voient la difficulté de leur métier qui est déjà très grande, doublée, triplée par le fait qu'il faut lire toutes les notices en anglais, qu'il faut tout traduire en anglais et ainsi de suite, et qu'ils ne sont jamais sûrs d'avoir bien compris. Mais toi, tu dis aussi dans ton travail, tu es frappé par le nombre de colloques qui se passent en France où on t'impose l'anglais, en fait. C'est une certaine manière pour la recherche scientifique. Oui, alors en philo, ce n'est pas encore le pire, mais disons que maintenant, c'est quasiment toujours le cas dans les disciplines sciences dures. Bon, je connais des mathématiciens de haut vol, y compris, je ne citerai pas son nom, une médaille Fields, qui me dit, mais la segmentation en sciences, c'est une bonne chose. Alors, on croit que, bon, dès qu'on partage, Segmentation linguistique, au sens, chacun parle sa langue. dès qu'on partage tout, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, bon, voilà, la langue unique, ainsi de suite. Mais non, c'est intéressant à condition qu'il y ait des choses à partager. Si on est tous pareils et si on fait tous la même chose d'un bout à l'autre de la Terre, parce que finalement, tout doit être exprimé en anglais en direction de nature, science, etc., comme ils sont tous contents de le dire en mettant le triple d'accent nécessaire pour ne pas passer pour des anglophones bébêtes. Bon, et bien à partir de là, il n'y aura plus dans tous les domaines scientifiques qu'une seule problématique en maths sur tel sujet, qu'une seule problématique en physique sur tel autre, et ainsi de suite. Et on aura perdu la fameuse phrase de Mao, qui était juste de ce point de vue-là, que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs s'épanouissent. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait des écoles japonaises, françaises, allemandes, etc., qu'elles ne gardent pas ce qu'elles trouvent pour elles, mais que d'abord elles élaborent de façon quelque peu, comment dire, en famille, si l'on peut dire.
Et ensuite, on échange, parce qu'on a des différences à échanger. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir à échanger s'il n'y a plus de différences? On a une production. C'est Krasuki qui disait qu'on ne pouvait. Il fallait quand même garder l'outil de production parce que ne serait-ce que pour pouvoir avoir des choses à échanger, il faut Et voilà, ben, on revient à la problématique généraliste de départ, c'est-à-dire communication ou production. En gros, l'idéologie linguistique, structuraliste, etc., dont on a parlé au départ, nous disait en gros avec Michel Serres, par exemple, avec la série des Hermès qu'il a écrit pendant toute une période, que notre époque n'était plus celle du travail et de la production, mais celle de la communication. Bon, alors, il y a du vrai là-dedans pour partie, mais il oublie qu'il n'y a pas de communication sans production, que la communication elle-même est une production, qu'Internet, ça suppose des millions et des millions de kilowatts derrière pour faire tourner tout ça, que, bon, enfin bref, et que, par ailleurs, surtout, quand on échange, quel est le secret de l'échange? C'est quand même que des groupes humains ont produit plus de choses qui ne leur étaient nécessaires, donc ils mettent le surplus sur le marché. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut échanger. Mais imaginons que tout le monde produise la même chose. On n'échangerait plus rien. C'est pareil, ce serait aussi bête que d'échanger, que d'acheter 100 euros un billet de 30 euros. Voilà, la langue unique, à quoi elle aboutira au bout du bout. Et je m'étonne que des écologistes sérieux, qui tous les jours prennent des airs de martyrs pour pleurer sur la biodiversité mondiale en train de s'écrouler, ne voient pas que la perte de la diversité linguistique mondiale est aussi grave pour la culture que la perte de la biodiversité pour la nature. C'est pareil. S'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a plus de bio. Et bien, s'il n'y a plus de lingo-diversité, il n'y a plus de lingots. Il n'y a plus de lingots d'or. Il n'y a plus de culture. Exactement. Ouais. Et puis, justement, il y a toute une problématique sur la fin de la production en France, hein, sur la production industrielle, mais si l'horizon, c'est tout le monde parlant mal anglais, de toute façon, on ne produira pas plus et pas mieux que nos adversaires ou nos partenaires anglo-saxons, ça c'est sûr. Oui, et puis on aura toujours un train de retard, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire que bon, voilà, vous allez faire du sous-reggae, du sous-rap, tout ce que vous voudrez, du sous-soul, et ainsi de suite, parce que vous arriverez toujours en deuxième, en troisième, en quatrième, et ainsi de suite. Bon, c'est minable. On ne peut pas essayer d'exister un peu par soi et d'apporter quelque chose aux autres. Ce n'est même pas une question d'égoïsme ou de brillance, c'est que bon, si on est tous pareils, on n'a rien de rien à apporter à qui que ce soit. C'est la dialectique du même et de l'autre. Encore faut-il qu'il y ait de l'autre. Oui, tout à fait. Puis volonté aussi, j'allais dire même du même, volonté aussi de, comme tu dis, la langue doit aussi pouvoir se transmettre. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ben oui, bien sûr. Et puis bon, il aurait fallu parler de ce qui arrive à l'éducation nationale. Il y a d'autres secteurs comme ça qui sont martyrisés par les contre-réformes successives et qui font qu'elles sont dans l'incapacité de plus en plus de transmettre la langue, de transmettre la démonstration mathématique, de transmettre toutes sortes de choses, l'histoire de France et ainsi de suite. Hein. Quelle que soit la façon dont on la conçoit, mais enfin bon, on voit bien qu'il y a une déperdition majeure ici de patrimoine. Tout ça emballé sous les faux atours de la modernité. Hein. C'est pas ça la modernité. Pour résumer le mot modernité, j'emploie toujours l'expression d'un des plus grands créateurs de langage du 19e siècle, Arthur Rimbaud, qui disait dans une lettre à Demény, il faut être résolument moderne, deux points, tenir le pas gagné. Tenir le pas gagné. Donc, pour être moderne, il faut d'abord être capable de défendre ce que jusqu'alors la civilisation a fait de meilleur, quitte à le critiquer, quitte à le changer. Hein. Hériter ne signifie pas reprendre béatement les choses telles qu'elles étaient en les considérant, en les mettant dans la naphtaline. Encore faut-il les avoir entretenues. Une langue, ça s'entretient. Et ça a tous les sens du terme. Oui, d'ailleurs, c'est la position globale de Lénine vis-à-vis de la culture, en fait, d'une certaine manière, le retravail de l'héritage. Donc, ça doit s'appliquer aussi avec la langue, effectivement. Bah oui, Lénine n'était pas du tout dans une acception maoïste de la révolution culturelle consistant à faire table rase de la culture bourgeoise. Il faut maîtriser la culture bourgeoise. C'est en la maîtrisant qu'on ira plus loin qu'elle. Oui, pas bogdanovienne, en tout cas, oui, parce que c'était la position de Bogdanov. Oui, voilà, c'est une façon primitive de regarder le passé. Hein. Bon, du passé, faisons table rase. Oui, si par passé, on entend l'exploitation de l'homme par l'homme.
Mais ne faisons pas table rase de la neuvième de Beethoven et de Guernica de Picasso. Mm, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, je crois qu'on a bien compris. Mais on aurait pu parler de Gramsci qui dit très bien que justement, c'est toujours des questions politiques qui se posent dès qu'il est question du langage. Je crois que là, on a bien évoqué ça. On n'a peut-être pas beaucoup parlé du positivisme. Souvent, on en parle souvent, mais de la réduction du langage à enfin, la critique du langage courant par le positivisme. Peut-être que ça pourrait être un autre sujet, ou peut-être si tu veux en dire deux mots, je ne sais pas. Oui, alors là, bon, on entrerait en fait en réalité dans la critique philosophique du langage. Bon, les anglo-saxons ont quelque peu réduit la philosophie à l'étude du langage ou à une critique du langage, mais elle a son intérêt. Elle a son intérêt, bien sûr. C'est vrai que sans cesse, la langue scientifique doit retravailler les mots, retravailler les concepts pour les rendre effectivement capables de refléter le réel. C'est une approche intéressante et juste. Elle ne vient pas d'ailleurs spécifiquement d'eux. Moi, je trouve que de ce côté-là, l'auteur le plus intéressant, ce n'est pas un positiviste, ça va peut-être faire hurler, mais c'est Bergson. Parce que Ouais. C'est Bergson, inattendu en tout cas, oui. c'est tout à fait inattendu, mais bon, Bergson se rend compte à tout instant que les mots de la langue courante, hein, les mots de la tribu, comme dirait le poète, sont des filtres posés sur le réel qui empêchent de voir les vraies couleurs, en quelque sorte. Mm. Parce qu'on voit les choses telles qu'on les parle. Et donc, du coup, on ne voit pas ce qui ne se parle pas. Et donc, en fait, bon, dans la science, il faut sans arrêt voir des choses qu'on ne voit pas et mettre au second plan des choses qu'on ne voit que trop et qui sont en réalité parasites, qui n'ont pas grand intérêt. Donc, il faut sans arrêt rebricoler, retravailler le langage, psychanalyser le langage courant qui est porteur de nos besoins, de nos tendances, de nos efforts, de notre pratique, Mm. et à travers donc cette psychanalyse du langage, approcher davantage des choses elles-mêmes, zur Sachen selbst, aller jusqu'aux choses mêmes, si l'on peut dire. Là, on peut dire qu'effectivement, les physiciens, les chimistes, etc., au fond, qu'a inventé Lavoisier, par exemple. Lavoisier, c'est le père de la chimie. Avant tout, c'est l'auteur d'une grande nomenclature. C'est quelqu'un qui a mis en place les moyens pour les chimistes, effectivement, de nommer les substances chimiques et de se débarrasser, effectivement, de tout ce poids d'affectivité que portait encore la chimie telle qu'elle héritée de l'alchimie passée, en quelque sorte. Donc, sans arrêt, bon, alors, c'est une dépoétisation, un désenchantement, quelque part. Mais bon, au bout d'un certain temps, lorsque la chimie elle-même a suffisamment progressé, elle porte en elle-même son propre enchantement, hein. Il y a aussi quand même une certaine poésie dans la conception des signes, par exemple la règle des signes concernant les électrons, par exemple. Enfin, bon, tout ça est nécessaire. Marx de même, hein. Bon, Marx montre qu'il ne faut pas dire l'achat du travail, mais l'achat de la force de travail. Et donc ça change tout. Et il faut faire une critique du langage, tu le disais tout à l'heure. L'allemand dit pour le patron Arbeitsgeber, c'est-à-dire le donneur de travail, pour l'ouvrier Arbeitsnehmer, le preneur de travail, alors que le marxisme consiste à montrer qu'au contraire, celui qui prend du travail gratuit, c'est le patron, celui qui donne du travail gratuit, c'est le prolétaire. Donc, sans arrêt, on est obligé de faire une sorte de gymnastique. Ça, c'est le travail permanent du scientifique qui est tout le temps en train de rebricoler les mots. Mais les poètes font ça aussi. Donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Oui, Voilà, et pour voir, mais c'est du réalisme, hein, c'est pour voir le réel, justement. Sinon, l'habitude, la routine, etc., font qu'on ne voit plus les choses, qu'on voit juste l'usage des choses, l'usage routinier. Et justement, oui, on a vu l'affrontement au XXe siècle, surtout entre des théories plutôt saussuriennes d'un côté et d'autres chomskiennes de l'autre. Alors, toi, tu ne choisis pas, disons, d'une manière caricaturale, disons que tu essaies de reprogrammer sous ça, sous un prisme politique en fonction des besoins de l'heure, disons. C'est ça. Écoute, moi, je fais une critique de Saussure à partir de Bakhtin. Bakhtin est un grand marxiste russe, hein, donc, qui a approché le langage à travers la notion d'interaction verbale et qui n'a pas voulu, comme Saussure, uniquement réduire la langue, le langage à la langue. Alors, chez Saussure, il y a le primat de la langue sur la parole. C'est-à-dire la langue est un système abstrait de signifiants qui se renvoient les uns aux autres par un jeu de différences, syntaxe, morphologie, etc., phonologie, phonétique plutôt.
Et Bakhtin fait remarquer qu'en réalité, quand nous parlons, ce sont les situations verbales qui font qu'on se comprend, et pas simplement l'agencement des vocables. Par exemple, c'est pour ça que c'est compliqué pour les machines et pour l'intelligence artificielle que de mimer des situations réelles de langage. Donc, par exemple, on se voit tous les deux, et puis les autres. Le simple fait qu'on ne soit pas à la radio, mais sur une vidéo, fait qu'on voit nos visages. Donc, du coup, que certaines choses sont surlignées, d'autres sont, etc. Donc, tout ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle l'interaction verbale. Et bon, c'est le fait, ce que j'entendais tout à l'heure, à travers la notion de pratiquer la langue, de renvoyer donc la langue à la pratique. Voilà, donc ça c'est plutôt pour Saussure. Après, pour Chomsky, il y a des choses très intéressantes chez lui, mais bon, ce qui est conceptuel chez Chomsky renvoie pour une large part, en fait, aux théoriciens du langage du XVIIe siècle, en particulier donc à des En logique de physiciens, Port-Royal, oui. voilà, Nicole, Arnaud, essentiellement. Bon, là, il y a peut-être un peu d'idéalisme là-dedans, parce que lui, il suppose qu'il y a des structures mentales universelles, en quelque sorte, qui vont se traduire dans les langues de différentes façons, mais qu'on va pouvoir retrouver dans les langues une sorte de matrice commune. Bon, peut-être, je ne veux pas condamner cette idée a priori, mais ça renvoie quand même à l'idée qu'il y aurait une sorte de langage antérieur aux langues. Et moi, je tendrais plutôt, au tenter, là où j'en suis, à considérer que vouloir une langue unique, alors même si ce n'était pas l'anglais, hein, même si on arrivait, comme des gens comme Leibniz ou autres, à fabriquer une sorte de métalangue ou de superlangue universelle, ça ne serait pas une révolution, mais une contre-révolution anthropologique. La pluralité des langues est nécessaire à l'homme. Même l'espéranto, qui ne se voulait pas si impérialiste que ça, parce que c'était présenté en disant c'est une manière de commencer à se comprendre, mais après chacun doit apprendre la langue. Enfin, c'est comme ça que Zamenhof. Voilà, bon, l'espéranto, c'était précisément une manière de vouloir sauver les langues nationales. Parce que bon, on aurait eu une sorte de code international facile à apprendre, avec très peu de règles qui permettaient de communiquer pour aller à l'étranger. Et puis, bon, ben voilà, les différentes langues pouvaient de ce fait coexister sans qu'une langue domine les autres. Donc le projet était réellement internationaliste et non pas supranationaliste. Maintenant, si on arrivait à une sorte de langue unique, hein, qu'elle soit fabriquée de façon scientifique ou que ce soit l'anglais imposé à tous les peuples, par exemple, on aurait une contre-révolution anthropologique parce que ça voudrait dire qu'on aurait liquidé cet élément fort de l'humanité, de l'humanitude, du fait d'être un être humain, qui est que nous ne parlons pas le langage. Voilà, le pigeon parle le même pigeon, si je puis dire, qu'il soit en Chine ou qu'il soit en France. Hein, donc vous prenez un pigeon français, vous l'expédiez à Ouagadougou, et sur la place centrale de Ouagadougou, il roucoule exactement de la même façon qu'à Paris. Tandis qu'au contraire, évidemment, si vous allez dans un pays étranger, vous devez en apprendre la langue. Il y a des langues différentes. Et le véritable internationalisme, ce n'est pas de dire, bon, on parle tous la même langue, c'est cette magnifique phrase ô combien dialectique de Umberto Eco, l'italien, romancier italien, l'auteur du Nom de la Rose, qui dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Voilà. Là, on a la négation de la négation. Ce n'est pas ni la langue ni le monolinguisme fermé sur soi, ni le monolinguisme mondial de la prétendue internationale cosmopolite du capital, c'est la diversité et l'égalité. C'est le internationalisme, ça, oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Bah, écoute, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Et puis je dis pour nos auditeurs, étant donné qu'après, bon, on va finir le tome 4 dans la prochaine séance sur l'intersubjectivité et la psychanalyse, avec d'ailleurs un ami psychanalyste qui s'appelle Gendreau. Et après, on passera au tome 5. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous signifier s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que nous puissions revenir. Voilà. N'hésitez pas à nous faire signe. Enfin, je pense que vous savez comment nous contacter. C'est assez facile de nous trouver sur Internet. Voilà. Ben, merci à toi. Je suis très content qu'on ait repris cette série. Voilà. Et les autres émissions arriveront très rapidement. Voilà. Merci à vous qui nous écoutez.